Anna se réveilla en sursaut. Le cœur battant. La lettre froissée dans sa main. Sa mère. Depuis la province conservatrice où elle régnait en matriarche inflexible. Avait tracé les mots comme des sentences. Tu épouseras Pierre? Ou je te renie pour toujours. Mais Anna, à 26 ans, n'avait que Élise dans ses pensées. Cette femme qui avait illuminé sa vie parisienne grise. Elle bondit du lit. Attrapa son téléphone et composa le numéro d'Élise. La voix tremblante, je ne peux plus cacher ça. Viens. On part. Élise arriva en moins d'une heure. Son manteau encore humide de la pluie fine qui tombait sur les rues de Montmartre. À 30 ans, elle était l'incarnation de la stabilité que Anna admirait tant, médecin urgentiste, avec un regard bleu perçant qui voyait au-delà des apparences. Elle s'était rencontrée 6 mois plus tôt, lors d'une manifestation pour les droits des femmes, où Élise soignait les blessés et Anna distribuait des tracts. Un regard échangé. Un café partagé. Et tout avait basculé dans une passion qu'Anna n'avait jamais imaginée possible. Mais maintenant, la réalité les rattrapait. Ta mère? Encore, demanda Élise en s'asseyant sur le bord du lit. Prenant la main d'Anna. Anna hocha la tête. Les larmes aux yeux. Sa famille. Ancrée dans les traditions catholiques du sud de la France, ne tolérerait jamais son amour pour une femme. Pierre était le fils d'un ami de longue date. Un parti, respectable, selon eux. Refuser signifiait non seulement perdre l'héritage, mais aussi être coupé de ses racines, de ses frères et sœurs qui la regardaient déjà avec suspicion. Élise. Elle. Avait déjà traversé l'enfer, un coming-out adolescent qui avait brisé sa relation avec ses parents. Mort sans réconciliation. Tu n'es pas obligé de choisir maintenant, murmura Élise. Mais Anna savait que si. Chaque jour de mensonge la rongeait un peu plus. Elles passèrent la nuit à discuter. Les voix basses comme des conspiratrices. Anna évoqua les souvenirs d'enfance, les dimanches à l'église. Les repas familiaux où l'on parlait de mariage et d'enfants. Elle avait toujours su qu'elle était différente. Mais la société française, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme féroce. À Paris, elle pouvait se tenir la main dans certains quartiers. Mais chez Anna, à Toulouse, c'était impensable. Élise raconta ses propres batailles, les regards hostiles à l'hôpital, les collègues qui murmuraient derrière son dos. L'amour n'est pas un choix, Anna. Mais le silence l'est. Le lendemain matin, Anna prit sa décision. Elle envoya un message laconique à sa mère, « Je ne peux pas ». La réponse ne se fit pas attendre, un appel furieux. Des cris. Des accusations de trahison. Tu nous déshonores. Pense à ton père. À sa santé fragile. Anna raccrocha. Le cœur en miettes. Élise la serra dans ses bras. Mais déjà, la culpabilité s'insinuait. Était-ce égoïste de choisir son bonheur au prix de la souffrance familiale? Elles firent leurs valises en hâte, décidant de se réfugier chez une amie d'Élise à Lyon, le temps que la tempête passe. Mais en route, Anna reçut un email de son frère, « Maman est effondrée. Elle dit que tu es influencée par cette femme. Reviens à la raison. » À Lyon, l'accueil fut chaleureux, mais la tension palpable. Leur amie, une militante LGBT, les logea dans un petit appartement surplombant la Saône.
Là, pour la première fois, Anna et Élise purent vivre leur amour sans se cacher. Des promenades main dans la main. Des dîners improvisés. Des nuits où elles parlaient jusqu'à l'aube. Pourtant, les doutes grandissaient. Anna se surprenait à vérifier son téléphone obsessivement, attendant un signe de réconciliation. Élise, de son côté, sentait la pression monter, son travail à Paris l'appelait. Et elle craignait que cette fuite ne soit qu'une illusion temporaire. Un soir, lors d'un dîner avec des amis, la conversation dérapa. Un couple hétéro leur posa des questions intrusives. « Et vos familles ? Elles acceptent ?» Anna se raidit, revoyant le visage sévère de sa mère. Élise répondit calmement. Mais Anna explosa intérieurement. Plus tard, seule avec Élise, elle lâcha. « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Je les aime. Malgré tout. » Élise pâlit. « Tu regrettes ?» La question plana, lourde de sous-entendus. Anna secoua la tête. Mais le doute était semé. Les jours suivants, la crise s'intensifia. La mère d'Anna contacta Élise directement, via un numéro trouvé on ne sait comment. « Laissez ma fille tranquille. Vous la corrompez. » Élise raccrocha, choquée. Mais ne dit rien à Anna pour ne pas l'inquiéter. Au lieu de cela, elle commença à chercher des solutions, thérapie familiale, association d'aide. Mais Anna, rongée par la guilt, commit une erreur. Elle appela sa mère en secret, espérant un dialogue. Au lieu de cela, elle reçut un ultimatum, « Reviens seule ou oublie-nous ». De retour à l'appartement, Anna trouva Élise en train de préparer le dîner, un sourire forcé aux lèvres. Elle ne put se retenir et raconta tout. Élise posa le couteau, les yeux emplis de douleur. « Tu as appelé sans me le dire ?» Anna hocha la tête, honteuse. C'était le début d'une fissure. Élise, qui avait tout sacrifié pour son authenticité, se sentit trahie. « Je pensais qu'on affrontait ça ensemble. » La dispute éclata. Des mots durs fusèrent, accusations de lâcheté, de mensonge. Anna cria, « Tu ne comprends pas. Ma famille. C'est tout ce que j'ai eu pendant des années. » Élise rétorqua, « Et moi ? Je ne suis rien ?» Elles passèrent la nuit séparées. Anna sur le canapé, Élise dans la chambre. Le lendemain, une fragile trêve s'installa. Elles décidèrent de rentrer à Paris pour affronter la réalité. Sur le trajet en train, Anna observa les paysages défiler, se demandant si leur amour survivrait. À Paris, la vie reprit son cours, mais altérée. Anna, enseignante dans un lycée, remarqua les regards de ses collègues, des rumeurs circulaient, propagées peut-être par sa famille. Élise, à l'hôpital, faisait face à une surcharge de travail, utilisant cela comme échappatoire. Bientôt, un nouveau choc, le père d'Anna fut hospitalisé pour un malaise cardiaque. Sa mère accusa Anna, « C'est ta faute. Ton égoïsme l'a brisé. » Anna, dévastée, voulut partir pour Toulouse. Élise insista pour l'accompagner, mais Anna refusa, « Ils ne te verront pas. » Seule dans le train, Anna rumina.
À l'hôpital, elle trouva son père faible, mais lucide. Ta mère est dure, mais elle t'aime, murmura-t-il. Anna pleura, avouant tout. Son père, surpris, resta silencieux longtemps. L'amour est l'amour, ma fille. Mais la société. Il ne termina pas. De retour à Paris, Anna raconta à Élise. Celle-ci, blessée par l'exclusion, se referma. Elles commencèrent à s'éloigner, dîner silencieux. Nuit froide. Anna chercha du soutien auprès d'une association LGBT, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. L'une d'elles, Claire, une avocate de 35 ans, l'écouta avec empathie. Tu n'es pas seule. Mais tu dois choisir ton chemin. Anna se confia, trouvant en Claire une oreille attentive que Élise, submergée, ne pouvait plus offrir. Pendant ce temps, Élise affrontait ses propres démons. Une patiente, une jeune lesbienne victime d'agressions homophobes, lui rappela ses peurs. Elle rentra un soir, ivre de fatigue, et trouva Anna en train de discuter au téléphone avec Claire. La jalousie s'empara d'elle. Qui c'était? Anna expliqua. Mais Élise explosa, tu me remplaces déjà. La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Anna, excédée, lança, peut-être que c'est toi qui ne supportes pas la pression. Élise claqua la porte, passant la nuit chez une collègue. Le lendemain, Élise regretta. Elle appela Anna, s'excusant. Elles se réconcilièrent, mais la confiance était ébranlée. Anna, influencée par Claire, proposa une thérapie de couple. Élise accepta, à contre-cœur. Les sessions révélèrent des blessures profondes, l'abandon d'Élise par ses parents, la peur d'Anna de l'isolement. Le thérapeute les encouragea à communiquer. Mais dehors, la société pesait. Des amis communs prirent parti. Certains soutenant, d'autres jugeant. Puis vint le coup de grâce, la mère d'Anna débarqua à Paris, sans prévenir. Elle confronta Anna dans son appartement. Élise présente. C'est elle? La raison de tout ça, hurla-t-elle. Élise tenta de calmer. Mais la mère l'insulta, vous détruisez ma famille. Anna, déchirée, défendit Élise. Mais les mots de sa mère la hantèrent, pense à tes neveux. À l'exemple que tu donnes. Après le départ de la mère, Anna s'effondra. Élise la consola. Mais intérieurement, elle se demanda si cela valait la peine. Les semaines suivantes furent un tourbillon de émotions. Anna et Élise tentèrent de reconstruire, participant à des événements LGBT pour se sentir soutenues. À une Pride à Paris, elles marchèrent main dans la main, entourées de couleurs et de chants. Pour la première fois, Anna se sentit libre. Mais le retour à la réalité fut brutal, son frère l'appela, annonçant que la famille organisait une intervention. On vient te chercher. Paniquée, Anna confia à Claire, qui offrit son aide légale. Élise, apprenant cela, se sentit exclue à nouveau. Pourquoi elle? Pas moi? Anna répondit, elle comprend le système. La jalousie d'Élise grandit.
menant à une nouvelle dispute. Cette fois, Élise commit l'irréparable, elle contacta la mère d'Anna, espérant négocier. Laissez-nous une chance, plaida-t-elle. Mais la mère raccrocha et informa Anna de l'appel. Anna se sentit trahie. Tu as fait quoi? Derrière mon dos? La rupture sembla inévitable. Anna partit chez Claire pour réfléchir. Là, dans l'appartement cosy de l'avocate, elle trouva un réconfort inattendu. Claire, openly lesbienne et fière, partagea ses histoires de lutte victorieuse. Tu mérites d'être heureuse, dit-elle, posant une main sur l'épaule d'Anna. Ce geste innocent alluma une étincelle de doute. Était-ce de l'attirance? Anna rentra confuse. Élise, seule, sombra dans le travail. Une nuit, épuisée, elle confia à une collègue, « Je l'aime, mais je la perds. » La collègue, hétéro mais compréhensive, conseilla, « Batte-toi. Ou lâche prise. » Élise choisit de se battre. Elle envoya à Anna un message poignant, « Sans toi, je suis perdue. Revenons ensemble. » Anna, touchée, accepta une rencontre. Elles se virent dans un café près de la Seine. Larmes, excuses, promesses. Elles décidèrent de cohabiter à nouveau, mais avec des règles, transparence totale. Pourtant, la mère d'Anna ne lâcha pas. Elle engagea un détective privé, qui envoya des photos d'Anna et Élise ensemble. Scandale familial, appels incessants, menaces de procès pour aliénation. Anna, sous pression, envisagea de céder. Lors d'une session de thérapie, le thérapeute posa la question cruciale, « Que êtes-vous prête à sacrifier ?» Élise répondit, « Tout. Pour elle. » Anna hésita, « Ma famille. » Ce moment cristallisa les différences. Élise, orpheline de cœur, voyait l'amour comme unique encre. Anna, attachée à ses racines, luttait avec la morale traditionnelle. Bientôt, un événement extérieur accéléra tout, une loi sur le mariage gay fut débattue à l'Assemblée, ravivant les débats sociétaux. Anna participa à une manifestation, où elle croisa sa cousine, ouverte d'esprit. Celle-ci promit d'intercéder. Espoir fugace. Mais la mère apprit et coupa les ponts définitivement, déshéritant Anna. Dévastée, Anna blâma Élise indirectement. Si je ne t'avais pas rencontré. Élise, blessée, riposta, à leur part. Anna ne partit pas. Mais le fossé s'élargit. Elle passa plus de temps avec Claire, qui devint une confidente. Un soir, après un verre de trop, Claire embrassa Anna. Choquée, Anna recula, « Je ne peux pas. » Mais le doute s'installa. Élise découvrit le baiser par un message mal effacé. La confrontation fut explosive. « Tu m'as trahi, » hurla-t-elle. Anna pleura, « C'était une erreur. Rien de plus. » Mais la confiance était brisée. Élise partit, emportant ses affaires. Seule, Anna affronta le vide. Elle appela sa mère, mendiant le pardon, mais reçut un silence glacial.
Les mois suivants furent un calvaire. Anna, dépressive, quitta son travail. Claire l'aida. Mais Anna refusa toute avance. Élise, de son côté, déménagea à Marseille pour un nouveau poste, fuyant les souvenirs. Elle s'échangeait des messages sporadiques, mélange de regrets et d'accusations. Un jour, Anna reçut une nouvelle, son père décéda. Aux funérailles, la famille l'ignora. Sauf sa cousine qui murmura, « Ils ont tort ». Anna, effondrée, réalisa le prix payé. Elle contacta Élise, « J'ai besoin de toi ». Élise hésita, mais vint. Aux funérailles, elles se tinrent à l'écart, mais ensemble. La réconciliation fut lente. Élise pardonna le baiser. Anna accepta la perte familiale. Elles emménagèrent à Bordeaux, loin des tensions. Mais les cicatrices restaient. Élise doutait. Anna culpabilisait. Lors d'une thérapie, elles explorèrent les motins haussés. Était-il juste de prioriser l'amour personnel sur la famille? La société progressait. Mais les individus souffraient. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Élise reçut une offre de travail à l'étranger. Accepter signifiait tout recommencer. Anna, attachée à la France, paniqua. Et si on se perd encore? Élise répondit, c'est un risque. Mais ensemble. Anna accepta, mais avec appréhension. Avant le départ, Anna tenta une dernière fois avec sa mère. Une lettre émouvante, « Je t'aime ?» Malgré tout. Pas de réponse. Le départ fut doux amer. À l'aéroport, elles s'embrassèrent, ignorant les regards. Dans leur nouvelle vie, en Belgique, elles trouvèrent une communauté accueillante. Anna reprit les saignements. Élise excella. Mais les ombres persistaient, appels manqués. Rêves hantés. Les années passèrent, marquant leur visage de rides subtiles. Anna et Élise construisirent une vie stable, adoptant même un chat pour symboliser leur foyer. Pourtant, les conflits internes ressurgissaient lors de fêtes familiales manquées ou de nouvelles sur les progrès LGBT en France. Anna lisait les journaux, se demandant si sa mère avait changé. Un jour, un appel inattendu, sa mère, âgée, voulait la voir. Anna, le cœur serré, partit seule. À Toulouse, elle trouva une femme affaiblie, regrettant. J'ai eu tort. La société change, mais j'étais aveugle. Larmes, étreinte. Anna pardonna, mais n'oublia pas. De retour, elle raconta à Élise. Celle-ci, heureuse pour Anna, masqua sa peur, et si la famille reprenait le dessus? Mais Anna rassura, toi d'abord. Elles décidèrent de se marier, en petit comité, scellant leur engagement. Le mariage fut simple, à Paris, avec des amis fidèles. Claire, maintenant une amie distante, envoya ses vœux. La mère d'Anna n'assista pas, mais envoya une lettre de bénédiction. C'était un pas. Pourtant, la vie n'était pas un conte. Élise affronta une discrimination au travail, rappelant les luttes
Anna, en aidant des élèves LGBT, revivait ses traumas. Elle se soutenait, mais payait le prix, isolation partielle, vigilance constante. Au fil du temps, elles devinrent des modèles pour d'autres. Anna écrivit un blog anonyme sur leurs expériences, touchant des cœurs. Élise participa à des conférences médicales sur la santé mentale des minorités. Mais la question persistait, avait-elle fait le bon choix? L'amour avait triomphé. Mais au coup de blessures durables. Était-il moralement juste de prioriser son bonheur personnel face aux attentes familiales et sociétales traditionnelles?